Allez, on vous parle d'un truc qui n'est pas forcément dans la tête des investisseurs particuliers, qui n'a pas été forcément vu, mais qui a une influence en fait sur le dynamisme de la Bourse de Paris, notamment, et c'est important, sur ce qu'on appelle les SMID, Small et Mid Cap. Ça, oui, hein, et les petites et moyennes valeurs. Bonjour Laurent. Bonjour David. Alors c'est un phénomène, c'est la baisse du nombre, ce qu'on appelle les analystes financiers. Oui. Oui. Il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'il y a une directive notamment européenne. À Paris, bien sûr. Voilà, à Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a cette directive européenne qu'on appelle MiFID II. C'est technique, mais en fait, si on remet dans le contexte avec le Brexit, on se dit que les cartes peuvent être rebattues. Et on rappelle d'abord que ce que font le boulot d'un analyste, c'est de faire de la recherche, de se creuser la tête sur les boîtes cotées, faire une recommandation. Un objectif de cours. Un objectif de cours, effectivement. Et qui aura un impact, évidemment, qui fera bouger la valeur. Ouais. Sauf que depuis 2 ans, et c'est ce que les échos nous rappellent, c'est que c'est compliqué. Ouais. Depuis 2 ans, pour d'être analyste à Paris, et ils auraient le blues manifestement. Oui, exactement, ils auraient le blues. Alors effectivement, vous l'avez dit, la recherche, elle est produite par des banques d'investissement, des entreprises d'investissement, des cabinets indépendants, et elle va faire exactement ça. Elle va analyser les valeurs cotées, leurs points forts, leurs faiblesses, leurs stratégies. C'est assorti d'une recommandation ou d'un objectif de cours, achat, vente, surpondéré, sous-pondéré, ça dépend des cabinets qui la produisent. Et ça a une influence directe sur le cours de bourse. On le commande souvent d'ailleurs dans le débrief bourse, des valeurs qui montent ou qui baissent en fonction de ces recommandations. Tous les soirs à 17h50. Merci David, voilà. Et effectivement, il y avait cette image de l'analyste un peu tout-puissant, un peu star, dont la signature était connue, reconnue par certes les professionnels, mais même aussi parfois les particuliers qui avaient une longue expérience, expertise des valeurs, qui avaient une véritable influence sur le cours. Et effectivement, ce monde de l'analyse financière, depuis cette directive MiFID II dont vous parlez, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Bon, il nous a plombé l'audience avec sa directive MiFID II. Voilà. C'est quoi ça? On va faire simple, MiFID II, c'est la continuité de MiFID I. Ouais, merci. Voilà. Et c'est une directive européenne qui a été construite après la crise 2007-2008 pour en tirer en quelque sorte les leçons, à savoir protéger plus le client sur les produits d'investissement dans lesquels il investissait, être sûr qu'il avait le niveau de connaissance en adéquation avec finalement le niveau de risque qu'il allait prendre, et aussi... Quel rapport des analystes? J'arrive David. Et aussi qu'il y voit plus clair dans les frais qu'il payait pour faire baisser les marges des intermédiaires, plus grande transparence sur les frais, et c'est là que tout se corse, puisque finalement, avant, la recherche, l'analyse était intégrée, était intégrée avec les commissions de courtage, et il a fallu, alors que c'était gratuit, entre guillemets. Enfin, gratuit, mais payé par les commissions de courtage. Réduit, mais voilà, mais par les commissions de courtage, que tout ça était dans un pot commun, si je puis dire. Il a fallu sortir cette recherche et lui donner un prix. Vous voyez bien tout de suite ce que ça peut poser comme problème. Ça peut paraître gratuit, si derrière il faut le payer, j'imagine que... Exactement, donc il a fallu rendre cette recherche payante. C'est donc les sociétés de gestion notamment qui ont dû dégager un budget pour payer cette recherche, qu'ils n'avaient pas forcément, alors qu'eux-mêmes avaient des problématiques post-crise financière assez compliquées de moins de collecte, de concurrence, d'autres types de produits d'investissement. Et résultat, en prenant en compte le budget estimé 2017, il y a eu une baisse des budgets de 2018 consacrés à la recherche. Ouais. On a eu une baisse de 25 à 50% en 2018, selon l'Association française de gestion, et de 30 à 50% en 2019. Donc, voilà. Ça coupe à l'âge. Donc on imagine les conséquences pour le secteur et le métier des analystes. Voilà, donc effectivement, baisse des budgets. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit 2 choses. Une, c'est que certains, là aussi, l'Europe a toujours cette capacité parfois à se tirer une balle dans le pied. Ça a attiré des grands groupes américains qui se sont dit, finalement, nous, on peut brader la recherche, puisqu'on va, comme ça va nous permettre d'avoir accès au marché européen plus facilement. Donc, on a des gros groupes, des Morgan Stanley, Goldman Sachs, des JP Morgan qui sont arrivés, qui ont proposé un accès très discounté, $10 000, on parle de $10 000 par an à leur recherche. En face de ça... Alors, recherche sur des valeurs small et mid cap françaises? Alors, sur des valeurs françaises au sens large, peut-être moins sur des small et mid, on va y revenir, mais en tout cas, qui ont assuré cette couverture sur les valeurs à prix discounté. En face, il a fallu s'adapter ou mourir, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc il y a eu des regroupements, effectivement, Odo, BHF et Natixis qui sont regroupés. Aujourd'hui, c'est Odo BHF qui assure la recherche. Il y a MainFirst qui a repris le courtage, les activités de courtage européen de Raymond James, des plans de licenciement, des départs. Alors effectivement, d'après l'article des Échos que vous citiez, les analystes financiers, ils étaient 700 en 2000 sur la place de Paris, 500 en 2005. Ils seraient un peu plus de 230 aujourd'hui. Donc vous voyez que divisé par 3 en 20 ans. Voilà, ça a quand même été assez fort. Et puis,
on a une baisse des tarifs sur la recherche qui n'est pas finie, puisqu'il semblerait que sur 2020, on a encore des pressions baissières, notamment du fait aussi que, eh bien, il y a une partie à mettre en corrélation. Alors, il y a d'autres choses, il n'y a pas que MiFID, mais il y a aussi la concurrence de la gestion passive, où là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'analyse, voilà, etc. Donc tout ça fait qu'on reste sur quelque chose de terriblement compliqué pour l'industrie, si je puis me permettre, en tout cas la profession d'analyse. Et puis les flux aussi, il y a beaucoup de décollectes sur les actions européennes. Et puis énormément de décollectes. C'est vrai que dans le rapport dont je vais vous parler un peu plus tard, il cite ce chiffre qui m'a un peu laissé sur place, hein, une décollecte dans les fonds français qui a atteint 24 milliards d'euros sur un an en juin 2019, flux sortant le plus important depuis 2007. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Bon, évidemment, il faut avoir de l'empathie pour nos amis pour amis analystes, etc. Mais au final, pour ceux qui nous regardent, qui n'ont pas de copains, qui sont analystes financiers, ils peuvent se dire c'est loin de nous. C'est pas si loin de nous que ça, parce qu'effectivement, l'analyse, c'est quand même quelque chose d'extrêmement utile pour avoir effectivement une couverture. Vous l'avez dit. Alors sur les grandes valeurs, a priori, on devrait continuer. Ça change rien. Voilà, on aura toujours 20, 30 analyses qui suivent. Par contre, effectivement, pour tout le tissu des petites et des moyennes valeurs, c'est beaucoup plus compliqué. Alors pareil, le rapport de Jacqueline Elinhammer et Thierry Jamy nous disait quand même sur le compartiment A, on a une baisse de couverture de 15% en moyenne. Compartiment A, je m'y perds entre A, B et C. Pour faire simple, alors j'ai plus les capitalisations en taille, mais en gros c'est les très grandes capis, les moyennes, et après on descend en capi. On a perdu 15% en moyenne sur le A et 26% sur le B. Donc il y a véritablement un manque de couverture. En termes de couverture, ça veut dire des valeurs moins bien suivies, ça veut dire des valeurs dont forcément les investisseurs particuliers ou peut-être même institutionnels aussi vont se désintéresser parce que déjà qu'elles sont un peu moins liquides, déjà si en plus il y a moins d'infos, moins de couverture, c'est moins simple. L'analyse financière, elle permet aussi d'ajuster les prix parce qu'on a quand même des objectifs de cours qui donnent un petit peu un consensus. Difficile d'avoir un consensus d'analyse quand vous avez un analyste qui suit une valeur. Les valeurs en dessous de 10 millions d'euros sont quasiment plus suivies. Donc ça concerne aussi finalement la bonne santé de la bourse, à la fois pour l'investisseur particulier, mais aussi même pour notre économie, puisque ces valeurs moyennes, petites valeurs, sont censées devenir les grandes de demain. C'est quand même un peu paradoxal, David, que dans le même temps, on promeuve le PEA, PME, qu'on explique qu'il faut mais qu'en même temps, il n'y a plus un seul analyste qui suit une valeur, à mettre en rapport aussi avec le sujet que vous aviez hier sur le nombre d'introductions qui s'est effondré. Ouais, donc le constat, pour le coup, une fois qu'on dit ça comme ça, on dit que c'est assez pessimiste. Et les autorités de marché, pour le coup, elles sont conscientes du problème, justement, de ce paradoxe-là? Alors, le signal d'alarme, il avait été tiré dès 2017, puisque MiFID 2, elle a été adoptée avec un an de retard en janvier 2018. Et dès 2017, on avait dit attention, ça va avoir des conséquences profondes sur l'analyse financière à Paris. Et là, effectivement, au bout de 2 ans où les conséquences ont eu lieu, l'AMF... je ne veux pas dire s'est réveillée, mais a pris conscience de ça, effectivement. En juillet 2019, elle avait donc confié pour mission, je vous le disais, à Jacqueline Elinhammer, qui est membre du collège de l'AMF, et surtout à Thierry Jamy, qui est président de la Société française d'analyse financière, un rapport pour voir un petit peu quel était le bilan de l'application de MiFID 2 sur la recherche en France. Et ça tombe bien parce que les conclusions de ce rapport ont été dévoilées à la fin du mois de janvier. Et il y a un certain nombre d'initiatives sur lesquelles l'AMF s'appuie. Alors je vais vous en citer quelques-unes. C'est un rapport de 35 pages qui est très simple à lire, qui est bien écrit. Si vraiment vous vous intéressez au sujet, c'est pas du tout jargonneux ou autre. On peut bien comprendre les enjeux de cette réforme. Alors il y a lancé une place de recherche sur lesquelles les partenaires et services d'investissement, les cabinets pourraient y échanger des analyses financières. Bon, ça, c'est une première chose. Il y aurait, ça c'est un peu plus soutenir financièrement la recherche par les pouvoirs publics, notamment par BPI France, quand ça concerne les entreprises innovantes. Verdir l'analyse, effectivement, on en avait parlé hier avec François-Xavier. Non, ça c'est intéressant, puisqu'il y a de plus en plus, effectivement, de développement de l'ESG. Ces critères sont encore mal connus, mal compris du public. Certains les suspectent de greenwashing. On se dit qu'effectivement, avoir une analyse sur la fiabilité, le respect de ces critères, il y a quelque chose. Et puis il y avait cette mesure aussi, envisager une mise à contribution équitable des participants de marché. Là, on vise la gestion passive qui est un peu comme un free rider, c'est-à-dire qu'elle bénéficie de l'analyse sur les valeurs cotées, et comme elle se contente de répliquer finalement, elle bénéficierait de l'analyse sans y contribuer. Donc, parce que le nerf de la guerre, c'est comme le pognon. C'est ça, et là, ça va être compliqué. Et puis, il y a aussi développer l'analyse sponsorisée. Alors ça, c'est quelque chose dont j'ai pas encore parlé aujourd'hui, effectivement. Du coup, une partie de l'analyse est prise en charge directement par l'émetteur, voire par la société, c'est-à-dire qu'en gros, la société paye pour être couverte.
c'est bien fait par des gens qui ont une éthique professionnelle, mais ça va être compliqué de convaincre l'investisseur particulier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Oui, évidemment, c'est sponsorisé par la boîte qui demande une recherche sur sa valeur, évidemment. Est-ce que ces recommandations, d'ailleurs on en parlera parce qu'on reçoit Robert Hoffel, le président de l'AMF, il sera là le lundi 24 février. Ce sera l'occasion de voir avec lui. Ouais. Donc quelle chance ont ces recommandations d'être reprises par les pouvoirs publics ? Peut-être que le timing est bon, puisqu'effectivement la Commission européenne aussi se penche enfin sur le sujet. Elle est en train de mener une consultation d'évaluation de MiFID II, et notamment sur les impacts sur l'analyse financière. Donc ça va être le moment pousser nos pions. Et il y a une chose, vous l'avez dit au tout début, qui simplifie quand même pas mal la donne, c'est que Brexit, les Anglais. Et donc comme on avait un peu entre guillemets, conçu, designé MiFID II autour des besoins de la City et des critères de la City, le fait de se débarrasser un peu des exigences anglaises pourrait simplifier la renégociation et peut-être redonner un souffle d'air frais à l'analyse financière en France. Voilà, ce blues est atrophié encore une fois du secteur des analystes financiers, du métier. Oui. C'est une réalité et donc peut-être une porte de sortie si jamais la Commission européenne se laisse convaincre par les bons arguments qui sont présentés notamment dans ce rapport. Bon, on en reparlera. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Bye.